Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa nyonso angetuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Le débat sur le changement de la Constitution en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler encre salive. Chacun donne son opinion au niveau de la majorité présidentielle. Le parti au pouvoir, l'UDPS, tente vouloir changer la Constitution. Une proposition de Augustin Kabuya. Mais au niveau de l'opposition, on rejette toute idée de changement ou de révision de la Constitution. Sur ce plateau, je reçois M. Joseph Adeba du parti politique LGD de Matata Pogno, une formation politique de l'opposition. Avec lui, nous allons échanger sur cette question, mais aussi d'autres sujets d'actualité, comme l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Je vais recevoir mon invité. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour Madame Jaël, je commence par rectifier, c'est Joseph Adeba. Donc j'ai le plaisir d'être invité dans cette émission. Question pour nous d'échanger avec la population, mais aussi les téléspectateurs de votre chaîne sur l'actualité politique de l'heure, notamment principalement sur le changement de la Constitution qui passe en plein. Donc voilà, c'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. Monsieur Joseph, des voix, comme je viens de l'annoncer, s'élèvent pour le changement de la Constitution. Pour certains membres du pouvoir, à l'opposition, on craint que ce soit une stratégie du régime Tshisekedi qui veut se maintenir au pouvoir. Des avis sont partagés. Pourquoi on a peur du changement de la Constitution? À quel niveau ça fait peur? Madame, aujourd'hui, il est très décevant d'observer que les animateurs politiques du pouvoir actuel et qui combattaient bec et ongle, M. Kabila, pour le changement de la Constitution il y a quelques années passées, se tournent aujourd'hui la veste pour commencer à plaider pour le changement de la Constitution. Et subitement, ce n'est plus à cacher, les intentions sont manifestes. La motivation qui pousse les acteurs politiques aujourd'hui du pouvoir à changer la Constitution est bien déterminée. C'est la recherche de la prolongation du mandat de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas la recherche du bien commun social. Ce n'est pas la recherche de l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais c'est pour des intérêts égoïstes, madame. Comment vous pouvez concevoir que nous soyons un pays qui n'a plus rien qui fonctionne? Je donne l'exemple. Le pays n'a même pas d'avion. On souhaiterait que M. Augustin Kabuya, avec père du pouvoir, puisse réfléchir comment acheter des avions avec l'argent détourné pour, n'est-ce pas, aider ne fût-ce que les Congolais à se déplacer avec tranquillité. Le pays n'a pas d'avion. Le pays n'a pas de route. Essayez de sillonner la ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa, dans la Gombe, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de route, qui a quelques années passées. Le pays a des problèmes sérieux où les salaires de fonctionnaires aujourd'hui tardent à arriver. Les impayements. Le pays a des problèmes, a des urgences notamment en ce qui concerne les préliminaires, la sécurité des Congolais. Le pays a l'urgence de, n'est-ce pas,
créer des emplois. Mais est-ce que, madame, la création des emplois est toujours bloquée par la Constitution? Madame Judith Soumino a promis dans son programme de gouvernement qu'il va créer 6 400 000 emplois. Où en sommes-nous à ce jour? Non, madame, on évalue les 3 mois, c'est déjà presque 100 jours. On n'a pas fait une année quand même. Quand Matata Ponyo, notre président national, est arrivé à la primature, il n'a pas attendu faire 5 ans, 4 ans, 3 ans pour doter les pays de la politique d'emploi. Ce qui veut dire que, non mais, chaque instant, chaque moment, chaque période a des réalités. À l'époque, nous étions agressés. Le M23 était dans la ville de Goma. Je vous rappelle, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des urgences qui pouvaient empêcher la marche vers la fondation et l'emplacement des bases solides pour le développement de notre pays. Mais on a pu créer ces choses. Par exemple, je prends l'élément de la bancarisation en moins de 100 jours. C'est-à-dire que même avec une semaine, 2 semaines, si on est un acteur politique avec des idées novatrices, nous pouvons apporter les progrès. Il ne faut pas attendre des années. Aujourd'hui, nous sommes à presque 6 ans ou 7 ans de gouvernance de M. Antoine Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Mais que sommes-nous en train de voir si ce n'est pas les détournements qui battent son plan? Donc pour vous, changement... Ce qui fonctionne aujourd'hui, madame, c'est justement tout ce qui a trait au déplacement du chef de l'État à l'international. Les Congolais ne ressentent en rien, et je vais même le dire sans hésiter, ne ressentent rien du tout en ce qui concerne la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi. Là, c'est vous qui le dites. Ah, je vous l'ai dit parce que moi je fais partie de cette population. Je ne suis pas étranger, je vis au jour le jour. Quand vous êtes de l'opposition, vous êtes... c'est normal. Madame, les couleurs politiques n'importent pas trop en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population. Que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de l'opposition, nous sommes tous Congolais et vivons les mêmes réalités. Quand je vous parle de route, c'est parce que moi-même j'en souffre. Pour arriver à votre émission, madame, c'était compliqué. Le pays n'a pas de transport. Donc l'urgence n'est pas le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. Parce que la Constitution ne bloque pas les progrès. La Constitution ne bloque pas à ce qu'on crée des emplois. La Constitution ne bloque pas à ce qu'on achète des avions pour la République. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste dit peut-être que c'est la sortie du gouvernement. C'est l'émission. L'UDPS n'a pas évoqué que le changement de la Constitution actuelle est tenté de bloquer le débat. Non, mais c'est ce qui a été dit. Bon, c'est une détractation pour la formation du gouvernement. C'est ce qui a été évoqué, mais ils n'ont pas dit que c'est la Constitution qui bloquerait des initiatives à prendre. Je ne sais pas, moi je n'ai pas écouté ça. Madame le président de la République en a parlé plusieurs fois. Les animateurs politiques de l'UDPS et de l'Union Sacrée en ont parlé autant de fois. Vous allez vous souvenir très récemment que le professeur Chulumbaï, qui vient d'être en conférence de presse, a aussi parlé publiquement, exprimé publiquement la nécessité de changer selon eux la Constitution. Non mais on s'amuse. Et puis, quelqu'un l'a dit tout haut, je pense bien que c'est Augustin Kabouya, 5 ans c'est très peu, il faut augmenter le nombre d'années afin de donner la largesse au président de pouvoir agir. Mais en 5 ans, il ne travaille pas suite à ces tractations, on se rend compte qu'il n'a que 3 ans, il suffit juste un peu d'élargir le mandat. Madame, juste à côté de nous ici, le feu Magoufouli, qui n'a fait que 5 ans, il n'a passionné le monde entier. Mais Magoufouli a doté son pays d'une politique de progrès réaliste. C'était en 5 ans. Madame, il n'a pas fait autant de voyages comme le président Félix Antoine Tshisekedi dans le monde. Il n'a pas assisté à autant de conférences pour développer les pays. Ce n'est pas en prolongeant le nombre des années
Aux États-Unis, on n'a que 4 ans, les gens n'ont que 4 ans. Que vous ayez des bons projets ou pas, vous n'avez que 4 ans, limite. Voilà la réalité. Si vous êtes responsable, je l'ai dit et répète, ce n'est pas le facteur temps qui importe le plus pour apporter les progrès dans cette nation à l'urgence nationale. Ben, apparemment, le président, vous avez peur qu'on puisse toucher aux articles verrouillés de la Constitution. Alors, si ça n'arrivait pas, on révise juste la Constitution. On a vu avec Joseph Kabila qu'il a fait, on est passé on a quitté de 2 mandats à un seul tour des élections. Actuellement, c'est parce qu'on a révisé la Constitution. Donc, est-ce que vous êtes pour la révision ou pour vous rejeter? Vous êtes pour la révision de la Constitution, peut-être, si à condition qu'on ne touche pas les articles verrouillés. Madame, la Constitution, aujourd'hui, je vous dis que n'est pas le socle qui bloque le développement de notre pays. Et cette même Constitution est très claire en son article 219. Quand est-ce que l'on revise la Constitution? Quand est-ce que l'on doit apporter le projet de changer la Constitution? Tous les éléments sont donnés. On ne peut pas procéder à la révision de la Constitution en état d'urgence, quand le pays est en état d'urgence. Nous avons des provinces qui aujourd'hui sont en état d'urgence à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants politiques sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Comment allons-nous mettre la sarie devant le bœuf? Donc c'est le facteur sécuritaire. Non, mais il y a beaucoup de facteurs, je l'ai dit et répète, qui ne peuvent pas nous permettre à ce que nous puissions aller à la révision instamment de la Constitution. Ce n'est pas opportun, madame. Mais l'UDPS parle aussi entre l'UDPS ne réfléchit que le pouvoir. Tshisekedi, il a dit tout haut qu'ils doivent tout faire. Tshisekedi, c'était une promesse et ils sont au pouvoir, il faut au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on revue cette constitution, Félix, ça va permettre à Félix Tshisekedi de se maintenir ou bien c'est juste le procès d'intention? Il est déjà son 2e mandat, il va partir, il n'y aura plus. Le bénéficiaire, c'est celui qui viendra après lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que M. Félix Antoine Tshisekedi n'aura même pas un mois de plus après 2028. Les Congolais, avec la souffrance actuelle, sans rentrer dans des considérations personnelles, n'accorderont jamais, ne serait-ce que 3 mois à M. Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République. C'est-à-dire que quand son mandat va prendre fin, c'est soit il part, soit les Congolais acceptent d'être massacrés. Mais il a toujours dit qu'il parce qu'il a dit, non, il y a des... S'il vous plaît, madame, il n'a jamais dit qu'il va respecter la Constitution. Le président Félix Antoine Tshisekedi a exprimé clairement les intentions de modifier la Constitution. Et le but, c'est quoi? C'est créer un autre 3e mandat. Il a dit devant sa famille politique qu'il fallait créer un système, enfin, de garder le plus longtemps possible le pouvoir dans leur camp. Il l'a dit, les vidéos sont claires. Ça sera avec le changement de la Constitution, mais il y aura un dauphin. Mais pour arriver à... qui vient de notre formation politique, il y aura un pour arriver à pareille fin... aussi de maintenir le pouvoir, on n'est pas obligé de... Pour arriver à pareille fin, ils abordent la question du changement de la Constitution. C'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'UDPS n'a pas les crédits de venir auprès du peuple congolais et demander que l'on puisse porter encore une fois la voix sur un autre candidat de l'UDPS ou un dauphin quiconque. Vous êtes sûr? Je vous dis la vérité, le peuple congolais est fatigué, lassé, dérangé par la gouvernance actuelle, la gouvernance des déclarations, la gouvernance où les dirigeants ne réagissent qu'au buzz. Après que l'on puisse tweeter, après que l'on puisse poster sur TikTok, c'est à ce moment que les dirigeants viennent agir. Mais vous entendre parler, c'est comme si Tshisekedi, depuis tout son temps au pouvoir, n'a rien fait de bon. Non, mais vous allez me citer qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait. Je vous dirais que nous avons régressé au lieu d'avancer depuis qu'il est à la tête du pays. Le plus grand programme aussi, on voit la gratuité de l'enseignement. Ça, même malgré cela, ça c'est toujours, il a mis dans l'application la Constitution qui prévoit la gratuité de l'enseignement. Madame, la gratuité, sans vous couper la parole, la gratuité de l'enseignement est un programme bien établi dans la Constitution. Ça n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi. L'application de ce principe constitutionnel n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi. Ça a commencé progressivement avec Joseph Kabila, d'ailleurs à l'époque de Matata Ponyo.
Vous comprenez? Aujourd'hui, Félix n'a fait que progresser et ce n'est pas mauvais. Mais cependant, aujourd'hui, nous parlons non pas de la gratuité de l'enseignement, mais de la gravité de l'enseignement. Vous avez vu sur l'étendue nationale, les enfants revendiquer, faire des marches pour la rentrée scolaire. Vous voyez aujourd'hui, nous vivons la réalité. Pourquoi les enfants n'étudient pas? Pourquoi la rentrée traîne encore? Pourquoi la première ministre a fait une émission? Je crois que c'était avec votre responsable des médias ici, pour exhorter les enseignants de répondre avec les cours. Et ça, c'est la gratuité de l'enseignement qu'on a voulu pour ce pays. On s'amuse avec les Congolais. Nous avons aujourd'hui la gravité de l'enseignement parce que la qualité de l'enseignement s'est détériorée à force de faire face à des décisions populistes, des décisions du buzz, des décisions qui n'ont pas été mûrement réfléchies afin de, n'est-ce pas, poser les bases et les jalons que nous voulons tant pour avoir la vraie gratuité de l'enseignement que nous voulons. Non, il ne fallait pas procéder par la précipitation. Parce que ça existait et ça partait progressivement. Il fallait le mener en bien de manière à ce que ça aboutisse à l'objectif. Mais il y a aussi la gratuité plutôt de la maternité aussi. Déjà, on n'a pas réussi avec la gratuité de l'enseignement et on parlera de la gratuité de la maternité. Après la gratuité de la maternité, est-ce que l'État a prévu des moyens et les dispositions pour, n'est-ce pas, prendre en charge ces parents sans moyens qui vont dans des hôpitaux donner naissance? Monsieur Adébé, est-ce que l'opposition doit toujours voir le noir dans ceux qui ont le pouvoir en place et en train de poser comme action? Non mais madame, les bonnes actions ne peuvent qu'être louées et ça ne se cache pas. Ce que nous parlons, c'est la voix, ce que nous disons, c'est l'expression même de la population. Ce n'est pas l'opposition, il ne faut pas voir des individus au pouvoir, opposition. Il faut voir le peuple. Et ce que nous rapportons ici, devant votre caméra, c'est le besoin ressenti au sein de la population. Et nous pensons qu'il n'y a pas match, il n'y a pas débat, parce que la vie au quotidien des Congolais n'a pas changé. Bon, revenons à notre sujet sur le changement de la Constitution. Il y a eu une interview du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a fait savoir que cette question du changement de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Et hier également, il y a eu le secrétaire général d'intérim de l'UDPS, Déo Bizigou, qui aussi, dans ses propos, semble rejeter la position d'Augustin Kabouya. Il a même dénoncé cette note circulaire où Kabouya a demandé aux fédéraux de sensibiliser les gens sur le changement de la Constitution. Est-ce que ces deux éléments ne peuvent pas rassurer l'opposition? Oh, mais ce qui peut rassurer l'opposition, ce n'est pas les avis des secrétaires généraux qui d'ailleurs sont en conflit avec les documents, je veux dire les statuts et règlements intérieurs du parti. Ce qui peut intéresser aujourd'hui la population en matière du changement de la Constitution, ce n'est pas les déclarations des secrétaires généraux, je ne sais pas moi, de quel cadre de l'UDPS. Ce qui peut aujourd'hui intéresser la population de plus, c'est l'amélioration des conditions de vie. Madame, vous savez qu'il y a d'autres pays dans ce monde qui n'ont pas la Constitution formellement comme chez nous aussi. Mais ces pays développent pour autant avec des valeurs morales et éthiques. Au Japon, il ne suffit pas qu'on vous dise que respectez la Constitution. Quand vous vous retrouvez devant un feu rouge, vous vous arrêtez automatiquement. La mentalité des gens est avancée dans le sens où l'on se réfère aux prescrits et aux lois que quand c'est nécessaire, mais automatiquement ils apprennent à respecter, à vivre dignement, décemment, en toute exemplarité. C'est comme ça que nous disons qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se réveiller. Nous avons un problème sérieux à la tête de nos institutions. C'est-à-dire que nous avons des animateurs qui ne reflètent pas la qualité d'individus que nous avons besoin pour progresser ce pays en matière de leadership et en matière de gouvernance. Voilà pourquoi on tâtonne aujourd'hui à bavarder, à discuter autour du changement de la Constitution pendant que l'Angola envoie sur l'espace son satellite. Le Rwanda aujourd'hui est en train de fabriquer la bombe, je ne sais pas si c'est nucléaire, quelque chose comme ça. La Tanzanie est en train d'inaugurer les trains à grande vitesse, madame. Les nations autour de nous développent, mais nous restons ancrés dans des futilités. Pourquoi voulons-nous constamment changer la Constitution? Je vous rappelle ici que à la création des Transco,
à la création de Congo Airways, à la création du guichet unique, à la construction de l'immeuble intelligent et à la construction du boulevard des 30 juin, on n'a pas eu besoin de changer la Constitution. Mais je répète, l'UDPS n'a pas dit qu'ils ont besoin de changer la Constitution pour tout ça. Non, mais ils vont changer la Constitution. Pourquoi? Parce qu'ils disent autrefois, de modifier la Constitution, de la changer parce qu'ils veulent. Autrefois, madame, c'était les FCC-Cash qui bloquaient le président Tshisekedi de fonctionner. Autrefois, c'était Kabila qui bloquait M. Tshisekedi de fonctionner. Autrefois, c'était encore Moïse Katumbi, c'était l'étranger. Autrefois, c'était Matata Pogno. Mais finalement, c'est encore la Constitution. J'ai très peur que demain, l'on puisse dire c'est Madame Jaël qui bloque à ce que le pays développe. Donc pour vous, l'UDPS n'assume pas. L'UDPS n'assume pas son incompétence de gouverner la République vers les progrès. Il faut accepter aujourd'hui que tout ce qui est avancé comme argument pour changer la Constitution, ce sont des subterfuges inutiles. Il n'y a aucune opportunité de s'empresser à changer les lois du pays pour penser développer la nation. Ce n'est pas les textes qui bloquent, ce n'est pas aussi les lois qui empêchent le gouvernement d'être autant sérieux dans les actions à poser pour, n'est-ce pas, amener ce pays vers le progrès. Il ne reste ici que 3 ans et demi, je pense. Parce que si nous comptons avec l'année 2028, ce qui est l'année 2028 est une année essentiellement électorale, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que l'UDPS aujourd'hui est en train de faire pour imprimer les valeurs que eux défendaient hier au sein de la société? Et s'ils avaient raison, bon, ils auront raison. Je ne sais pas sur base de quoi ils auront raison. Je ne sais pas par quelle magie, parce que nous avons vu des dirigeants sérieux et responsables dans ce pays amener et apporter des bases solides pour le développement de notre nation, sans avoir à faire recours à la volonté et à l'intention de changer la Constitution. Je pense que n'a pas posé de base. L'UDPS n'a pas été préparé à gouverner la nation. Voilà pourquoi aujourd'hui on est dans le tâtonnement. On est dans le tâtonnement. Finalement, on ne sait même pas qui est le responsable qui accepte la mauvaise gouvernance d'aujourd'hui. Tout le monde rejette la faute sur X, sur Y et aujourd'hui sur la Constitution. Que le président de la République a qualifié la Constitution de belligérant. Vous n'allez pas oublier ça. Que compte faire le LGD au regard de tout ça, puisque vous êtes contre ce changement? Il faut voir aux priorités. Qu'est-ce que vous comptez faire, notamment si pour bloquer l'UDPS qui s'est lancé dans cette voie? Je pense que le LGD, mon parti politique, jusqu'à ce qu'il se prononce officiellement, est contre la révision de la Constitution actuellement. Ce n'est pas opportun pour nous. Je pense que notre président national est un exemple parfait de la gouvernance, des qualités dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de modifier la Constitution. Nous n'avons pas eu besoin de modifier la Constitution pour créer Transco. Nous n'avons pas eu besoin de modifier la Constitution pour créer Congo Airways avec des fonds propres. Nous n'avons pas eu besoin pour gagner en matière de gouvernance dans la sous-région à l'époque. Donc il faut comprendre par ici que notre parti politique, le LGD, dit non au changement et à la révision de la Constitution actuellement parce que ce n'est pas opportun. Mais aussi, notre parti va valablement s'exprimer. Je pense que pour que l'on arrive à changer la Constitution, nous allons nous mobiliser à ce que les gens puissent marcher sur nous, nous tuer, nous tous, afin d'atteindre ces objectifs-là. Parce que ça ne passera pas. On ne va pas accepter qu'au-delà de la misère infâme que vit la population, nous puissions accepter encore une bêtise d'accorder un autre mandat au gouvernement actuel. Voilà. Un mot pour clôturer ce chapitre sur le changement de la Constitution. Je crois que le changement de la Constitution n'est pas opportun pour nous et n'est pas opportun pour la population. Afin que les choses aillent de l'avant, il vaut mieux respecter la Constitution et puis s'apprêter à faire les valises parce qu'on a déjà 6 ans de gouvernance. S'il fallait faire progresser la nation sur le plan économique, ce serait déjà fait. Nous aurions déjà de bonnes bases, mais jusque-là, nous ne voyons rien, absolument rien. La misère, par contre, augmente.
L'inflation, n'en parlons pas. L'irrégularité des paiements des fonctionnaires. Nous avons même aujourd'hui, madame, les patients internés qui réclament les conditions inhumaines, les patients de Pompox, qui réclament les conditions inhumaines dont ils sont en train de vivre dans des hôpitaux. Mais nous sommes dans quel pays? Est-ce que ça aussi c'est la Constitution qui bloque? Ce sont des bonnes questions à se poser. Nous avons aujourd'hui des gouvernants qui ont manqué au rendez-vous. Par exemple, payer les agents qui ont travaillé pendant les moments de la Covid. Nous avons aujourd'hui des inspecteurs qui traînent dans les rues sans être affectés, sans avoir débuté le travail, alors que le gouvernement avait pris acte de les engager. Nous avons aujourd'hui les fonctionnaires du ministère professionnel de la formation et du ministère de la formation professionnelle qui revendiquent des primes et salaires ça et là, et ils sont bastonnés comme des animaux. Qu'est-ce qui fonctionne encore dans ce pays? Citez-moi ne serait-ce qu'un secteur qui fonctionne crédiblement bien dans ce pays. Donc ça veut dire que nous, avec la population ensemble, nous disons non au changement de la Constitution. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Il y a autre sujet de la semaine dernière. La République démocratique du Congo a été élue membre du droit de l'homme des Nations Unies pour l'année 2025-2027. Mais il y avait eu au début, là, il y avait quelques figures de l'opposition qui étaient contre cela. Au LGD, vous saluez cette élection de la RDC parce que c'est les pays qui gagnent, ou vous êtes aussi contre? Déjà, il faut commencer par dire, en tant que patriote, le fait de gagner un siège au Conseil des droits de l'homme n'est pas du tout mauvais. Mais cependant, le paradoxe, c'est que nous nous précipitons à aller gagner un siège au Conseil des droits de l'homme, alors que dans le pays, les lois sont bafouées. Nous vivons la violation intentionnelle de la Constitution au jour le jour. L'opportunité serait quoi? Quand déjà chez nous à la maison, nous ne sommes pas les gens qui font la promotion des droits de l'homme, la promotion d'un état de droit où la loi a la même pesanteur sur tous les individus. Vous avez vu le président de la République lui-même. Aux élections. Vous voyez le président lui-même. Ce pays-là, ils ont des regards sur la RDC. Mais je ne sais pas ce que vous rencontrez, madame, mais je vous dis... Parce que le pays, quand même, on est passé aux élections et les pays membres ont décidé de donner ces postes à la RDC. Vous pensez qu'eux aussi, de leur côté, ils peignent aussi un tableau aussi sombre que vous me dites? C'est nous qui vivons en RDC qui savons la réalité des droits de l'homme. Et les autres aussi nous regardent. Quand les opposants aujourd'hui sont séquestrés, arrêtés, emprisonnés, pour avoir fait des déclarations ça et là, vous pensez que les droits de l'homme est respecté chez nous? Mais si vous avez fait de fausses déclarations, la loi... Mais c'est quoi les fausses déclarations? C'est quoi les fausses déclarations que l'UDPS n'a pas fait au moment des... C'est quoi les fausses déclarations que l'UDPS n'a pas fait au moment de la gouvernance du président Kabila? C'est quoi les déclarations que vous appelez fausses, qui pas, sont plus supérieures que celles... Oh là là, si il fallait parler de la diffamation, s'il fallait parler de la diffamation, l'IDPS en est champion. L'IDPS a dit, au travers de son secrétaire général, que Kabila Bokingunda. Kabila est derrière X et Y, qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Nous sommes en train de vivre dans un pays où la loi n'a pas la même pesanteur sur tout le monde. Il faut le dire. Et c'est comme je vous ai dit, le paradoxe, c'est que nous puissions nous réjouir de gagner un siège au Conseil des droits de l'homme, au moment où déjà à l'interne, nous ne respectons pas les lois. Là, si le gouvernement respecte les droits de l'homme, parce que les opposants ne sont pas inquiets, mais une fois que les opposants sont arrêtés pour diffamation et faux bruit, en ce moment-là que vous vous levez pour dire que l'État ne respecte pas les droits de l'homme, les droits fondamentaux des citoyens. Non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire, madame. Nous avons plein d'exemples.
Aujourd'hui, c'est un peu déplorable de constater que ceux qui militaient hier pour un état de droit ne sont pas en train d'agir dans le sens de promouvoir un état de droit où les lois ont la même pesanteur sur tout citoyen. Vous avez vu le chef de l'État défendre même des individus qui ont des contentieux graves avec la justice à cause des détournements. Mais le chef de l'État prend le courage et dit c'est un père de famille, il ne faut pas les jeter en pâture. Et ça... Mais il a dit qu'il fallait laisser la justice enquêter, éclairer la vérité, éclairer les choses sur cela. Quand même, il ne sait pas qu'il a défendu, mais il a demandé que la justice... Quand le président... fasse son travail, c'est à la justice. Quand le président prend part, ou bien prend le côté, soutient quelqu'un de manière indirecte, nous savons le définir, madame. Le président a dit que c'est un père de famille, il ne faut pas le jeter en pâture. Vous pensez que cette justice qui est dirigée par lui, le commandant suprême, va faire croire? Nous avons revendiqué ici pour l'arrestation arbitraire de M. Seth Kikouni. Qu'est-ce que Seth Kikouni a dit de mal? Qu'est-ce que Seth Kikouni a dit de diffamation pour qu'il soit arrêté injustement et placé en détention? Non mais voilà, ça veut dire que le pays est en train de naviguer dans des profondeurs abyssales de non-respect des lois. Alors, pourquoi allons-nous nous réjouir du fait que nous puissions gagner? Écoutez, madame. Est-ce qu'il y a des cas isolés? Est-ce que c'est... On doit voir l'ensemble du pays. S'il y a des cas isolés des opposants, des personnes politiques, est-ce que ça doit réduire au pays que la RDC ne respecte pas les droits fondamentaux des individus pour que le pays ne puisse pas avoir un poste au niveau des Nations Unies? Madame, en toute franchise, pour nous, comme je vous ai dit à l'introduction, gagner un siège auprès du Conseil des droits de l'homme n'est pas un problème, parce que ça a beaucoup d'avantages. Dans le sens où l'État, le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo... Sous les régimes Tshisekedi, non? S'il vous plaît, ce n'est pas la première fois, même sous la gouvernance de Joseph Kabila, nous avions gagné aussi un siège. Ce n'est pas la première fois, madame. Mais quand même, il ne faut pas en faire... Non, il ne faut pas mystifier le fait que nous puissions gagner un siège au Conseil des droits de l'homme parce que ce n'est pas la première fois. Oui, bien sûr, mais sur une personne que vous critiquez qui ne fait rien, quand même, on voit quand même... Non, mais ça... La RDC, quand même, est portée par d'autres pays pour obtenir ce siège. Je ne sais pas si vous faites le porte-parole du gouvernement, madame, mais je vous dis, en réalité, c'est que vit la population au jour le jour. Je vous dis ce que nous vivons au jour le jour. Je vous parle des arrestations arbitraires. Je vous parle de la défense de ceux qui devaient normalement être déférés devant des juridictions compétentes pour, n'est-ce pas, être jugés sur fond des détournements et autres qui a été déclaré. Suivez les informations, madame. Vous allez vous rendre compte que ce soit les tueries, que ce soit les massacres que nous vivons, nous n'arrivons pas à retracer les responsables et à les punir sévèrement. On a tué combien de Congolais à Kilwa? Qui a été puni? Nous avons rétabli, le gouvernement a rétabli la peine capitale. Qui a été déjà tué? Voilà. Il faut se poser des bonnes questions. Les gens sont morts au prison de Makala. On dirait, il semblerait que c'est plus de 200 personnes. Mais le président n'a même pas pipé mot. C'est ce pays-là qui se réjouit de gagner un siège au Conseil des droits de l'homme. Mais il y a un procès, hein? Il y a un procès. Vous comprenez? Nous n'en avons rien à faire avec des procès masqués pour distraire la population et tirer à longueur des journées des petits dossiers qu'on peut trancher rapidement. Nous, par contre, nous réclamons le fait qu'il y ait une justice équitable. Et je pense que, quelque part, il faut apprécier, de la même manière que nous critiquons le gouvernement, que le ministre de la justice est en train de faire un peu d'effort. Et ça, il faut le saluer. Je pense que nous avons besoin beaucoup plus de la bravoure, mais aussi de la responsabilité dans ce sens, afin de, n'est-ce pas, aider notre pays à avoir des gouvernants qui réfléchissent, mais aussi qui sont prêts et prompts à réagir, afin de, n'est-ce pas, rétablir les Congolais dans les droits. Mais au niveau des Nations Unies, vous pensez que la RDC va bien faire son travail en tant que membre de ce Conseil des droits de l'homme? Il y aura des bonnes personnes qui vont défendre le pays aussi. Vous pensez qu'il y a d'autres? Qu'est-ce que vous proposez comme casting? Comment?
Étant donné que je ne suis pas du gouvernement, je ne sais pas proposer des castings, mais je pense que les sièges qui a été gagné au Conseil des droits de l'homme, pour nous aussi c'est quelque chose de très bien. Évidemment, on n'est pas opposant que quand on critique tout, mais en ce qui concerne les castings, un profil, je ne pense pas que j'ai une proposition. Mon parti aussi n'a pas agi dans ces sens. Mais bon, ils vont trouver, ils vont se démener. Mais en connaissant les acteurs politiques aujourd'hui qui n'agissent que sur les fonds de l'amitié, de la camaraderie, il est très probable que nous ayons des représentants incompétents qui soient envoyés voilà, à ces postes-là. Je n'ai pas dit que ce sera le cas, mais c'est possible que ça puisse l'être. Un mot pour clôturer, parce qu'on doit passer en conclusion ce chapitre, pour passer à une autre question, la toute dernière. Pour le conseil, pour les sièges que nous avons gagnés, nous disons félicitations à la RDC, mais aussi nous souhaitons que les dirigeants politiques d'aujourd'hui reprennent conscience, parce qu'il y a un problème sérieux de la gouvernance de notre pays. Il y a un sérieux problème du leadership. Et je pense que si on a un leadership axé sur le résultat, nous pouvons faire quelque chose pour la nation, même en 2 ans ou 3 ans qui restent pour la fin du mandat de nos gouvernants actuels. Mais il y a eu aussi un autre sujet d'actualité. Il y a un franco-congolais, l'Africain, franco-congolais Charles Onana. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis perdue. J'étais déconcentrée avec lui. Il y a un journaliste franco-camerounais, Charles Onana, qui a écrit un livre sur la guerre à l'Est, dénommé Les vérités sur l'opération turquoise, apparue en 2019. Et aujourd'hui, Charles Onana est en plein procès sur ce qu'il a dit par rapport au génocide rwandais, où il accuse le Rwanda d'être derrière ces génocides déroulés en 1994. La RDC, il n'est pas congolais d'origine, mais c'est un étranger qui a écrit pour la RDC. Comment doit se comporter la RDC vis-à-vis de cet Africain qui est en procès? Madame, nous avons beaucoup de reconnaissance à notre frère. Aujourd'hui, il est considéré congolais, Charles Onana, pour la bravoure. Congolais parce qu'il a écrit sur... je vais vous expliquer pourquoi il est considéré aujourd'hui congolais, parce qu'il a su faire ce que les Congolais n'ont pas fait. C'est avoir beaucoup de courage pour venir enquêter, écrire, dénoncer les velléités qui entourent le meurtre à l'est du pays, qui entourent les violations de nos mamans à l'est du pays. Il faut être courageux pour dénoncer. Et quand c'est un étranger qui le fait, à la place des Congolais, nous devons beaucoup de respect à ces derniers. Et nous devons nous assurer l'accompagner face à ce qu'il subit actuellement. La menace même des morts. Vous avez entendu, M. Paul Kagame menaçait que M. Charles Onana est un individu qui normalement doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il a révélé de ces choses. C'est un courage et n'est-ce pas une motivation à vraiment saluer. Et je pense que les Congolais de partout ont l'obligation de soutenir la démarche de M. Charles Onana devant les juridictions compétentes de Paris en ce qui concerne les dossiers qu'il a devant la justice parisienne. Le gouvernement congolais doit puisqu'il s'agit d'un problème de la RDC, cette dénonciation, ce n'est pas au Cameroun, parce que M. Charles Onana est camerounais français. C'est en RDC. Je crois que les gouvernants congolais doivent adopter une attitude de soutien, par tout moyen possible, envoyer des experts et avocats avec de preuves historiques, retraçant la responsabilité de l'armée rwandaise, du Rwanda et d'autres pays voisins qui sont impliqués
dans la cause profonde de meurtre à l'est du pays. Dans le gouvernement doit s'alimenter avec des preuves. Je pense que si le gouvernement s'y met, évidemment, il va trouver des professionnels de droit. Nous en avons plein ici, bien que la loi en RDC soit bafouée au jour le jour, qui iront défendre cette cause noble et aussi permettre à ce que le monde entier s'informe de la vraie réalité. Je pense que c'est cela. Mais vous savez, madame, c'est parce que nous avons un leadership faible que nous subissons l'humiliation au niveau international et au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Ben, tout justement, j'allais arriver à cette question parce que est-ce que vous pensez que la justice française va condamner le Rwanda ou bien ce Charles Onana parce que déjà il est accusé de diffamation et consort. Vous pensez que... Je pense que... Déjà on a vu avec la francophonie, on a vu la résolution... Le président Macron, lors de son discours d'ouverture, il n'avait pas évoqué la situation à l'est du pays. Il a préféré parler de l'Ukraine. Vous pensez qu'au regard de tout ça, on doit espérer quelque chose de bon dans ce procès? Madame, nous devons par contre espérer au leadership et à la gouvernance de nos dirigeants. Ce n'est pas la France qui viendra combattre pour la RDC. Nous avons tendance à imaginer que quand nous avons nos problèmes, c'est la communauté internationale qui viendra trouver de solutions. Nous avons tendance à imaginer que c'est l'EAC qui viendra résoudre le problème des Congolais à l'Est. Nous devons espérer au leadership et à la gouvernance de nos dirigeants à nous monter une armée invincible, une armée dissuasive. Je l'ai toujours dit, madame, nous avons 9 voisins. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous agresse, en complicité avec l'Ouganda. Mais si demain l'Angola nous agressait, comment allons-nous faire? Il faut construire, bâtir une armée dissuasive. Une armée dissuasive, c'est une armée dont la formation est de qualité, dont le leadership en matière militaire est de qualité. Une armée invincible, c'est cette armée qui est dotée avec les matériels de qualité, modernes d'ailleurs. Mais aussi c'est une armée qui est assaisonnée du service des renseignements de qualité, de l'espionnage comme du contre-espionnage. Les gens ont tendance à dire tout haut que nous sommes infiltrés. Mais pour exfiltrer ceux qui nous infiltrent, il faut quoi? Il faut un service adéquat, il faut un service de qualité, de renseignements. Il ne faut pas seulement que ce soit un service, les renseignements ne peuvent pas être un service qui, n'est-ce pas, voilà, qui traque les opposants, ou aujourd'hui on parle même de la sodomisation des opposants. Là, c'est vous pensez qu'il y a l'année juste derrière? Je pense, et notre souhait, comme le souhait de la population, c'est de demeurer dans un état où il fait beau vivre. Nous avons toutes les potentialités possibles à bâtir une armée invincible. Nous avons une population à plus de 100 millions d'habitants. Nous devons normalement avoir une armée à peut-être 1 million ou 2 millions des hommes. C'est qui aujourd'hui les recrutements? Il y a eu ça, déjà le gouvernement ne cesse de parler que... Les efforts à faire sont de l'armée. Nombreux, mais je pense que il faut assaisonner la politique des traitements des militaires, la politique des recrutements avec un peu de la qualité, un peu de sérieux davantage. Ça va convaincre beaucoup de Congolais à adhérer à l'armée. Mais si nous voyons les conditions dont vivent nos compatriotes qui sacrifient leur vie pour aller défendre nos frontières, ça n'encourage pas les jeunes, surtout, à adhérer dans l'armée. C'est comme ça que nous plaidons pour le fait que les gouvernants doivent prendre conscience d'améliorer les conditions de vie de ces militaires. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons avoir nos territoires en sécurité. Mais c'est grâce à eux aussi que nous pouvons avoir l'occasion de bâtir une armée, une économie saine, une économie qui tend vers le progrès, une économie, n'est-ce pas, qui crée des emplois. Voilà. Aujourd'hui, nous avons plus de 4 territoires sous l'occupation de l'ennemi.
Mais l'État doit redoubler des efforts afin de, n'est-ce pas, récupérer ces terres. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question de la sécurité devait passer avant tout, prioritairement, devant d'autres questions, notamment la création de l'emploi et bien d'autres. Parce que dans un État en guerre ou en état d'agression, c'est difficile de songer au développement économique. Parce que nous allons constamment être paralysés par la nécessité et l'urgence de protéger les citoyens congolais. Et donc, le Congo est vaste, il y a avec l'Est, mais d'autres provinces peuvent se développer où il n'y a pas la guerre, comme le Kassai. Madame, je pense que le développement que je suis en train de faire allusion, c'est le développement inclusif. Le développement au niveau national. Parce que s'il faut aussi bien voir, il n'y a pas qu'à l'est du pays où il y a la guerre. Les Mobondo, ce n'est pas à l'est du pays. Les foyers de tension sont partout. Pour que nous puissions arriver à finir avec ces choses, comme nous l'avons fait en 2013 sous la gouvernance de notre président national, Premier ministre à l'époque, il faut une gouvernance de qualité. Un leadership strict. Un leadership qui évalue la progression hebdomadaire des actions que pose l'État sur l'étendue nationale. Vous pensez que ça ne se fait pas actuellement? Non, mais si ça se faisait, on aurait un autre résultat, je vous rassure. Monsieur Joseph, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de la fin, un sujet qu'on n'a pas abordé en une minute pour un mot. À l'écoute, les Congolais sont en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous leur dites? Les Congolais doivent savoir, je pense qu'ils le savent déjà, qu'il n'y a aucune opportunité aujourd'hui de changer la Constitution. Qu'est-ce qui fonctionne encore bien dans ce pays? Nous avons l'insécurité qui bat son plein, la cherté de la vie, l'absence de route, ou l'état des routes en état, le délabrement de routes, au point que même dans la ville-province de Kinshasa, circuler devient un dilemme. Nous avons un pays qui n'a même pas d'avion pour aider la population à sillonner. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas des moyens de locomotion qui facilitent les déplacements des Congolais. Nous avons un problème sérieux avec les paiements des salaires des fonctionnaires. Nous avons un sérieux problème avec la gratuité de l'enseignement aujourd'hui qui pose, n'est-ce pas, un appât à la formation de nos enfants, de nos jeunes générations. Il est important aujourd'hui que nous puissions nous rendre compte de cette régression et barrer la route à tout celui qui va oser manœuvrer, changer la Constitution pour se donner l'occasion de diriger encore plus longtemps possible ce pays, alors que sur le plan progrès, nous ne ressentons rien, et alors rien du tout. Je nous exhorte, nous tous, de, n'est-ce pas, nous resserrer les coudes pour barrer la route à ces aventuriers qui fondent la motivation de changer la Constitution sur les informations ou la croyance d'une personne X qui n'est plus là et s'en foutent complètement de la situation ou bien de l'amélioration de l'amélioration de la vie de la population. J'ai donc à ce mot dit l'essentiel. Nous devons nous réveiller. Si ce n'est pas le cas, notre pays va disparaître. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. C'était le mot de la fin de M. Joseph Edeba de LGD, avec qui nous avons échangé sur ces sujets épineux de la Constitution, le changement plutôt de la Constitution. Moi, je vous dis merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ange tuba muke wa. À l'écoute pour s'informer.
À l'écoute pour s'informer.